Étienne Sauveur, étudiant en histoire, rentre à son domicile après une soirée arrosée avec des amis. La route est étroite et sinueuse, et la nuit sans lune est d'un noir d'encre. Soudain, au détour d'un virage, il aperçoit une silhouette blanche sur le bas-côté. Elle semble lui faire signe de ralentir. Mais bordel, c'était quoi? Étienne vient d'emménager à Bayeux pour y travailler sur sa thèse de doctorat qui porte sur les légendes du Bessin. Un soir, en faisant la chasse à une souris, il découvre au pied d'un des murs une pierre qui lui semble mobile. Il la déplace. Dans la cavité ainsi ménagée, il découvre une petite boîte en fer contenant des papiers et une médaille au bout d'un pendentif. Les papiers contiennent des poèmes et l'écriture semble très ancienne. 2 siècles, probablement davantage. Au bas de chaque poème, on a dessiné une fleur, une pensée. Le lendemain, il se rend aux archives départementales de Caen, bien décidé à éclaircir ce mystère. Son ami Léon d'Alembert, qui est archiviste, n'hésite pas une seconde. Charlentier, sûr, j'en mettrai ma main coupée. Dit Léon d'Alembert d'un ton péremptoire quand Étienne dépose le document sur son bureau. Charlatier. C'est à la Chartier plutôt, non? Charlentier, c'est un poète amateur, un écrivaillon du XVIIIe siècle qui a vécu à Bayeux et n'est jamais vraiment parvenu à se faire éditer. Et si j'en suis aussi certain, c'est que ce poème, je l'ai lu pas plus tard que avant-hier. Quelques minutes plus tard, voici Étienne assis devant une table. Léon d'Alembert a déposé devant lui 2 liasses de feuilles. Une demi-douzaine de poèmes de Charlentier, ainsi que le journal d'une religieuse, sœur Marie-Madeleine de la Miséricorde, qui vivait au couvent des Augustines à la même époque que Hattier. Elle avait la fonction de sœur tourière, autrement dit, elle contrôlait les entrées et les sorties du couvent. Étienne ne s'attarde pas longtemps sur les poèmes. Le texte qu'il a trouvé y figure bien, mais ce n'est pas la même écriture et la fleur, la pensée, n'y est pas. En revanche, le journal de la sœur le passionne dès les premières lignes, comme s'il venait d'effectuer un voyage dans le temps et lisait par-dessus l'épaule de la religieuse. En ce 10 octobre 1730, me voilà bien tourmentée par la naissance de Guinevere de Parseval. Fille d'un couple d'aristocrates déchus vivant dans une pauvre masure des faubourgs de Bayeux. La sage-femme présente lors de la naissance, habitée de superstition, apprenant qu'elle était la 7e d'une progéniture constituée uniquement de filles, déclara qu'elle aurait des pouvoirs. En retournant la petite, elle découvrit une tache sombre dans le bas de son dos. Oh mon Dieu, maintenant j'en suis sûre. Non seulement elle aura des pouvoirs, mais il est bien possible que ces pouvoirs soient... La sage-femme fit un signe de croix, baissa les yeux pour saluer les jeunes parents et quitta la pièce affolée. Alors le père, effrayé à l'idée que ce bébé pût apporter le malheur dans la famille, décida de l'abandonner et de le déposer chez nous, au couvent. Juste avant, la mère insista pour lui attacher une chaîne autour du cou avec une médaille. C'est ainsi que je la trouvai par une froide nuit de novembre, allongée dans un couffin. Je décidai de la recueillir, de l'élever et de faire son éducation. Étienne poursuit sa lecture. La sœur raconte comment elle a fait l'école à la petite fille. Celle-ci est sérieuse et appliquée, d'un abord agréable, débordante d'affection envers la sœur qui le lui rend bien. Guinevere ne semble jamais manifester la moindre colère ou impatience. Pourtant, une page attire l'attention de l'étudiant. La scène se déroule quand la petite Guinevere a 12 ans. La sœur s'est absentée quelque temps, lui laissant la tâche de composer un poème. Mais à son retour... En entrant dans la pièce, je découvris un spectacle qui me perturba fort et me perturbe encore aujourd'hui. L'enfant tenait entre ses mains le cou d'un chat et le serrait aussi fort qu'elle pouvait, comme si elle voulait l'étrangler.
Quand elle me vit, elle sembla émerger brusquement d'un songe et lâcha immédiatement l'animal. Elle donna alors toutes les apparences d'une grande confusion et d'un douloureux remords. Je commis la maladresse d'ébruiter cet événement. Il est temps de rendre le document. Les archives ont fermé et Étienne a rendez-vous. Oh merde, j'en ai oublié Juliette. La Juliette en question, qui travaille aux archives, semble confuse et fatiguée depuis quelque temps. Quand on lui parle, elle semble entendre une autre musique que la voix d'Étienne. Ce soir-là, Étienne décide, après son dîner, d'aller se promener dans les rues de Bayeux. Dans la rue Saint-Quentin, il aperçoit au loin, de dos, une femme vêtue d'une robe blanche, tellement lumineuse qu'elle semble phosphorescente. C'est alors qu'il se remémore l'épisode de la Dame Blanche. Déterminé à éclaircir le mystère, à obtenir une explication rationnelle susceptible de le rassurer, il accélère le pas et se rapproche d'elle. À la hauteur du manoir d'Aprigny, alors qu'il n'est plus qu'à 2 mètres d'elle, elle se retourne brusquement et lui fait signe de lui prendre le bras. Sur le coup de la sidération, il se laisse faire. Alors, la femme le fait danser quelques minutes, sans prononcer une seule parole. À la fin de la danse, elle fait une révérence et s'esquive de son côté avec une légèreté incroyable, comme si ses pieds ne touchaient pas terre, laissant Étienne dans la plus grande perplexité. Le lendemain matin, Étienne est à nouveau aux archives, pressé de retrouver Juliette et obsédé par la suite de l'histoire. Guinevere écrit des poèmes étranges, qu'elle copie en plusieurs exemplaires. Souvent, elle va se promener et sème littéralement ses manuscrits sur son passage, comme s'il s'agissait de graines. C'est ainsi que le jeune marquis Samuel Grévin d'Aprigny a été amené à la rencontrer. Il me l'a raconté plus tard. Je me trouvais dans la rue de la Mère-Église à Lantes-au-Chastel quand j'ai aperçu cette jeune fille à une vingtaine de mètres devant moi. Elle marchait avec une grâce de fée. En même temps, elle extirpait d'un petit sac des morceaux de papier qu'elle laissait tomber nonchalamment, de chaque côté. J'ai vu certains passants les ramasser et lire les textes qu'ils contenaient. Je fus très intrigué par leurs réactions. La plupart semblaient perdre la raison. Certains se cognaient la tête contre les murs. D'autres avaient un regard halluciné, comme s'ils avaient ingéré un de ces champignons que les explorateurs nous ont ramenés du Mexique. Comme les autres, j'ai ramassé un des papiers et j'ai lu ce qui y était écrit. C'était un poème d'une beauté ineffable qui avait en même temps quelque chose d'impressionnant et de terrible. J'en fus bouleversé. Je suis immédiatement tombé amoureux de cette écriture et peut-être de son auteur par la même occasion. Le jeune marquis se donna un mal fou pour retrouver son aimée. Il montra le poème étrange à son ami le poète Charlin Hattier, avec un peu d'hésitation toutefois, car il le soupçonnait d'être un maniaque du plagiat. Ils menèrent chacun leur enquête, et Samuel finit un jour par découvrir Guinevere assise sur un banc devant l'évêché. C'est peu de dire que ces deux-là se plurent. C'est bien vous qui écrivez, n'est-ce pas? Je souhaite que vous veniez au bal organisé par mes parents. Pour l'amour du ciel, acceptez. Elle s'empressa d'en informer sa tutrice, sœur Marie-Madeleine. Ma sœur, j'ai revu Samuel. Il m'a invité au bal que donnent ses parents au manoir d'Aprigny à la prochaine lune. Je brûle de m'y rendre. Mais
Malheureusement, je n'ai pas de robe qui convienne. Qu'à cela ne tienne, je vais de ce pas demander à la sœur couturière de te confectionner une robe de bal. Mais il te faudra aller la voir rapidement, car sœur Myriam est sur le point de partir rejoindre nos sœurs établies au Canada. C'est ainsi que Guinevere prit possession de son vêtement de bal, une robe longue, d'un blanc lumineux qui lui seyait à merveille. De son côté, Samuel annonça à ses parents qu'il avait invité la jeune fille. Ils montrèrent toutes les apparences d'une indulgence bienveillante et acquiescèrent volontiers à sa demande. Pourtant, s'il eût été plus attentif et moins captif de son ardeur, le jeune homme aurait remarqué les regards anxieux et les signes discrets que son père et sa mère échangeaient pendant qu'ils s'enflammaient. Nous avons laissé Guinevere de Perceval se préparant à se rendre au bal auquel Samuel Grévin d'Aprigny l'a invité. De son côté, Samuel a confié son émoi à ses parents. Quelques centaines d'années après ces événements, notre étudiant en histoire tente à nouveau une balade nocturne du côté de la rue Saint-Quentin pour voir. La Dame Blanche est encore là. À nouveau, elle l'invite à danser. Mais cette fois, Étienne ne bouge pas. Quand elle lui attrape le bras, il tente de se défaire de son emprise. Contrarié, la dame, avec une force surhumaine, le jette violemment à terre. Étienne ne s'en relève que péniblement, avec des ecchymoses et des plaies sanguinolentes au visage et sur les bras. Au manoir d'Aprigny, c'est le grand jour. Guinevere se présente à l'entrée du parc et s'adresse à un laquais. Bonsoir, je suis Guinevere de Parceval. J'ai rendez-vous avec le marquis d'Aprigny. Un peu plus loin, le père de Samuel surveille la scène. Il fait des signes au laquais, lui indiquant qu'il ne faut surtout pas la laisser entrer. Je ne suis pas autorisé à vous laisser entrer, madame. Passez votre chemin et ne faites pas d'histoire. Mais je suis l'invité de Samuel Grévin d'Aprigny, votre maître. Cette fois, le père de Samuel fait un signe de rejet très net. Alors, le laquais la jette hors de l'enceinte du château. Elle s'écroule en sanglotant. Et pour finir, le laquais lui jette un papier au visage. Tenez, ceci vous est adressé, veuillez le lire. À peine s'était-elle relevée et avait-elle lu le billet de Samuel que Guinevere s'enfuit en courant, le visage inondé de larmes. Elle arriva au jardin des plantes, se réfugia sous le hêtre pleureur et, extirpant ses poèmes de sa robe, et se croyant seule, elle entreprit de les déchirer en 1000 morceaux et de les jeter tout autour d'elle. Mais celle que l'on appelait la glaneuse avait tout vu. La glaneuse était une vieille dame très étrange qui passait le plus clair de son temps à ramasser toutes les feuilles de papier et celles qui tombaient des arbres. Elle avait d'ailleurs en sa possession plusieurs poèmes de Guinevere qu'elle avait collectés lorsqu'elle la suivait discrètement. Elle les rangeait soigneusement dans une boîte en fer. Les Bayeuxins la considéraient avec méfiance et mépris, un peu à cause de cette étrange manie, et aussi à cause de son parler incompréhensible. Guinevere tenta quand même de se cacher derrière le hêtre, mais la glaneuse l'avait repérée. « Tombe pas la roum des croums. Que fais-tu là, ma belle? Tu hasties du chagrin? Allez, viens avec moi ou tu vas attraper la morte. » La jeune fille ne dit rien. En fait, elle ne prononça plus jamais une seule parole. Le chagrin et le désespoir l'avaient rendue muette.
Elle suivit néanmoins la glaneuse qui l'emmena dans sa petite maison au bord de l'Or. Tiens, change-toi. Passe cette robe noire. Trempé comme tu es, tu risquerais bien de trépasser. Chromolo trispatouille. Guinevere s'exécuta, toujours sans mot dire, révélant au passage la grande tache sombre qui couvrait le bas de son dos. Ensuite, elle visita du regard ce qui l'entourait. D'abord la boîte ouverte, dans laquelle elle reconnut ses poèmes, ce qui lui fit esquisser un sourire de gratitude. Sur une étagère, elle aperçut un grand flacon avec une étiquette portant la mention Aconitum Napellus. La glaneuse avait suivi la direction de son regard. Ça, c'est sti pour mes tismes. Mes gambettes qui me font mal quand il pleut. Apothicaire dit que c'est un rhume. Un rhume avec des tismes, qu'il a dit. J'en prends 3 gouttesses, pas plus. Sinon, Carabucci. Tu n'y touches surtout pas, hein, Tarabunti Escoffier. Ah, allez, je vais chercher de l'eau au puits. Dès que la glaneuse se fut absentée, Guinevere ôta la médaille qui pendait à son cou et la rangea dans la boîte. Ensuite, elle s'empara du flacon et en but tout le contenu. Presque immédiatement, elle fut prise de spasmes douloureux et s'écroula sur le sol. De retour, la glaneuse fit prévenir le couvent. Étienne, devant sa table de travail aux archives, tourne la page. C'était la dernière. Le reste a été arraché. Rentré chez lui à Bayeux, il s'interroge. Il manque des pièces au puzzle. Il s'empresse de faire des recherches sur Internet, mais ne trouve rien ni sur Guinevere de Parseval, ni sur Samuel Grévin d'Aprigny. Par contre, un mot-clé apparaît. Frédéric Pluquet, historien de Bayeux. Celui-ci mentionne bien l'existence d'une légende dite de la Dame d'Aprigny, une dame blanche ou une fée selon les versions. Étienne marche de long en large. Soudain, un bruit furtif attire son attention. On vient de glisser un papier sous sa porte. Il se précipite au dehors, regarde à droite, à gauche. Rien. Alors, il déplie le papier. Quelqu'un a écrit « Délivre-moi, je dois savoir. » À peine une seconde plus tard, on frappe à la porte. C'est Juliette. C'est pas possible que ce soit elle qui ait posé le papier. Mais non, ça n'a pas de sens. Étienne la serre dans ses bras. Leur relation est devenue plus intime à un point tel qu'il n'en oublie de lui demander si c'est elle qui a glissé le papier. Ils passent la nuit ensemble. Après l'amour, Étienne fait un rêve à tiroir. D'abord, il est au manoir d'Aprigny et assiste à une conversation entre la mère supérieure du couvent et les parents de Samuel. Il ne comprend pas ce qui est dit. Seuls 2 mots de la bouche de la religieuse sont intelligibles. Guinevere et sorcière. Dans la séquence suivante, Étienne est au même endroit, mais dans son état actuel. Il pousse la porte d'un des bureaux. Là, il découvre une religieuse assez âgée en train d'écrire une adresse sur une enveloppe. Il lit l'adresse en question par-dessus son épaule. Sœur Myriam Hôtel-Dieu, Québec, Nouvelle-France. Il est encore entre le sommeil et la veille quand il perçoit vaguement que Juliette est en train de se lever et de descendre l'escalier qui mène à la pièce principale. Quelques minutes plus tard, elle revient s'allonger. Quand au matin Étienne se réveille, Juliette est déjà partie. Étienne descend l'escalier. Dans la salle principale, il découvre une grande inscription au marqueur qui couvre tout le mur. Délivre-moi, je dois savoir. Étienne est dans un état de confusion totale. Il a l'impression de perdre tous ses repères rationnels. Juliette? La dame? Mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ah ouais, mais quand même, le mot, mon rêve. Oh, je comprends rien, je laisse tomber. Quelques heures plus tard, il est avec Léon d'Alembert, l'archiviste, et lui déballe tout. La dame blanche, le mot glissé sous la porte, les lettres sur le mur, et Juliette. Je suis comme vous, mon pauvre Étienne.
Vous savez que selon certaines croyances, ces âmes errantes ont besoin pour trouver le repos que quelqu'un leur explique ce qui leur est arrivé. Si ce que l'on raconte est vrai, vous semblez avoir été désigné pour jouer ce rôle. Mais apparemment, mon brave Étienne, vous allez devoir lui expliquer. De retour dans son logement, Étienne se souvient du rêve dans lequel il voyait la sœur libeller une adresse. Aussitôt, il ouvre son ordinateur et saisit les 3 mots « Augustine, Bayeux, Québec » dans le champ de recherche. Dans les tout premiers résultats, il tombe sur le site des archives de l'Hôtel-Dieu de Québec. Parmi les copies d'originaux disponibles à la vente, il découvre une lettre d'une certaine sœur Marie-Madeleine de la Miséricorde de Bayeux à une certaine sœur Myriam de la Bénédiction de l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle est datée de 1766. Il télécharge, puis ouvre le fichier. Bingo! 20 ans après la mort de Guinevere, la sœur Tourière explique à son ancienne compagne de congrégation le fin mot de l'histoire. La mère supérieure était allée trouver les parents de Samuel pour leur dire tout le mal qu'elle pensait de Guinevere, les avertir que leur fils avait de fort mauvaises fréquentations et que son aimée était très probablement une véritable sorcière, mentionnant à l'appui de ses dires la tache sombre dans son dos, l'épisode de l'étranglement du chat, les étranges réactions des lecteurs des poèmes. Alors, le jour du bal, la mère avait imité l'écriture de son fils pour rédiger une fausse lettre de rupture. Étienne lit le contenu de cette lettre dans le journal de la sœur qu'il avait recopié intégralement. Guinevere, il me devient impossible de poursuivre notre relation. Je suis promis à ma cousine Élisabeth. Il est important pour moi d'honorer mon titre et de rester fidèle à mon rang. Dès lors, je vous demande de ne plus chercher à m'approcher ou d'entrer en contact avec moi, et cela de quelque manière que ce soit. Oh putain, mais c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Si ma mère me faisait ça, je lui tords le cou. Étienne sait tout désormais. Il est bien décidé à se rendre cette nuit rue Saint-Quentin et à l'attendre, la dame, pour tout lui dévoiler. Samuel l'aimait, mais le grand monde avait fait le nécessaire pour que cette idylle n'aboutisse pas. Libéré de sa malédiction, Guinevere peut repartir, le cœur serein. Étienne a accompli la tâche qui lui était destinée et il tient le sujet spécifique de sa thèse. Ce qu'il n'a pas pu dire à la dame, c'est si, sans en avoir connaissance, elle fut ou non une sorcière de son vivant. Car cela, il ne le sait pas. Ni lui, ni personne. Ni aujourd'hui, ni alors, ni jamais.